Bienvenue pour cette exploration aujourd'hui. On se penche sur des extraits de L'art de calmer le feu intérieur de Jean-Louis Dossou. On entend partout qu'il faut gérer son stress, comme si c'était juste une tâche de plus, quoi. Hmm. Mais là, l'approche est différente, un peu à contre-courant. L'idée, c'est que le stress, c'est pas l'ennemi en soi. C'est plutôt un signal, une alarme du corps. Oui, une alarme biologique. Exactement. Le souci, c'est que nos vies modernes, elles laissent cette alarme allumée presque tout le temps. C'est tout à fait ça. Et l'objectif ici, c'est pas de rajouter à une couche de gestion une charge mentale en plus. Non, c'est plutôt de, disons, apprendre à traduire ce que notre système nerveux essaye de nous dire. Devenir traducteur de soi-même, en quelque sorte. Un équilibre durable. D'accord. Donc on va regarder ensemble ce langage caché du corps, la puissance parfois oubliée de la respiration, Ah oui, la respiration. les mécanismes du sommeil, mais vus par le prisme du système nerveux, le lien aussi entre énergie, alimentation et ce système, Essentiel, ça. et puis, comment on peut tisser tout ça pour créer une sorte de routine, une hygiène nerveuse, comme l'appelle l'auteur. Super programme. Alors commençons par ce langage corporel. Le cortisol, on en entend beaucoup parler, souvent en mal, comme l'hormone du stress, mais l'auteur dit que c'est plus nuancé. Il n'est pas juste méchant. Ah non, absolument pas. Ça, c'est vraiment une simplification. Le cortisol, fondamentalement, c'est une hormone d'éveil, de vigilance, d'énergie. D'accord. Il est crucial le matin pour nous sortir du lit, nous donner l'élan, la motivation. Il suit un rythme naturel qu'on appelle circadien. Le fameux rythme circadien. Voilà. Un pic le matin au réveil, et puis ça diminue progressivement toute la journée, pour être au plus bas le soir. Et c'est là que la mélatonine, l'hormone du sommeil, peut prendre le relais. C'est une danse hormonale en fait, bien orchestrée, Ok, donc le cortisol, c'est notre starter du matin. indispensable. Mais alors, comment le stress chronique vient saboter cette belle mécanique? C'est là que ça coince, j'imagine. C'est exactement ça. Le stress qui dure, qui s'installe, il vient tout perturber. La courbe naturelle du cortisol, elle peut finir par s'aplatir. S'aplatir, c'est-à-dire... On peut avoir un niveau trop bas le matin, d'où cette sensation de brouillard, de devoir se traîner pour démarrer, d'être déjà fatigué au réveil, quoi. Ah oui, je vois très bien. Et paradoxalement, ce même cortisol peut rester trop haut le soir. C'est ça qui explique souvent cette sensation d'être complètement lessivé, mais impossible de se poser, impossible de trouver le sommeil. Hmm. Le corps est épuisé, mais la tête tourne encore. Exactement. Le cerveau reste en alerte alors que le corps, lui, est vidé. C'est un signe que les glandes surrénales qui fabriquent le cortisol sont en surchauffe. Elles commencent à fatiguer. Ça éclaire beaucoup de choses, effectivement. Et au-delà du cortisol, il y a cette idée de double commande. Le système sympathique et le parasympathique, l'accélérateur et le frein, c'est ça? C'est une très bonne image, oui. Notre système nerveux autonome, il gère tout en arrière-plan, sans qu'on y pense. Le sympathique, c'est l'accélérateur. Action, défense, mobilisation d'énergie face à un danger, ou perçu comme tel. Mhm. Et le parasympathique, lui, c'est le frein. Repos, digestion, réparation des cellules, régénération. Normalement, les deux alternent. De manière fluide, adaptée. Normalement. Oui, mais le problème avec notre environnement moderne, les notifications, la pression, la surstimulation, c'est que l'accélérateur a tendance à rester bloqué, enfoncé quasi en permanence. Et on ne se rend même pas forcément compte, j'imagine, qu'on est coincé en mode alerte. Quels sont les petits signes qui devraient nous mettre la puce à l'oreille? C'est souvent très discret, oui, et on a tendance à les ignorer, à les banaliser. Une sorte d'hyper-vigilance constante, tu vois. Cette impression d'être toujours un peu sur le qui-vive, même quand tout est calme. Oui. La respiration aussi, elle devient plus courte, plus haute dans la poitrine. Les tensions musculaires qui s'installent. Classiquement la nuque, les épaules, les mâchoires, le dos. Ah, les mâchoires serrées. Voilà. Et très très souvent des soucis digestifs. Ballonnement, transit perturbé. Normal, hein. Quand le corps est en mode urgence, la digestion, c'est pas sa priorité. Logique. Et bien sûr le sommeil, qui devient plus léger, on se réveille souvent, on a l'impression qu'il n'est pas réparateur. Le corps n'arrive plus à passer complètement en mode réparation. C'est un tableau assez complet et sûrement familier pour beaucoup. Mais heureusement, il y aurait une porte de sortie. Une autoroute du calme, comme dit l'auteur. Le nerf vague. Comment ce nerf peut nous aider concrètement à remettre le pied sur le frein? Ah, le nerf vague, il est passionnant. C'est le nerf le plus long du corps et c'est la pièce maîtresse du système parasympathique, notre frein.
Il fait le lien dans les deux sens entre le cerveau et la plupart de nos organes, cœur, poumons, intestin. Une vraie autoroute de l'information interne. C'est ça. Et le truc génial, c'est qu'on peut consciemment le stimuler, notamment par des actions simples, comme une respiration plus lente, plus profonde. En faisant ça, on envoie activement des signaux de calme, de sécurité au cerveau. On lui parle, en quelque sorte. Prendre un peu la main sur notre état interne, de restaurer un dialogue plus apaisé entre le corps et l'esprit. Et ça nous amène directement à la respiration, présentée comme une sorte de télécommande de notre état nerveux. L'auteur insiste beaucoup sur un muscle qu'on oublie souvent, le diaphragme. Oui, le diaphragme. C'est bien plus qu'un muscle pour respirer. C'est vraiment un acteur majeur de notre calme intérieur. Il est juste sous les poumons, et quand il bouge librement, ce qui arrive quand on respire par le ventre, amplement, tranquillement, eh bien il masse doucement le nerf vague à chaque expiration. Un massage interne donc. Est puissant. Il active le système parasympathique. C'est un des mécanismes clés de la cohérence cardiaque, cet état où le cœur, le souffle et le cerveau se synchronisent. Fascinant. Donc, libérer son diaphragme, réapprendre à respirer plus bas, plus lentement, c'est une action physique directe pour envoyer des ondes détente, partout dans le système. Donc l'idée, c'est pas forcément de devoir méditer pendant des heures. Quelques minutes avec des techniques simples, ça peut suffire? Absolument. C'est pas tant la quantité d'air qui compte que le rythme. Une respiration rythmée, ça agit comme un métronome interne. Ça resynchronise tout le système nerveux. Une technique phare, c'est la cohérence cardiaque. Oui, on en entend parler. C'est quoi exactement? C'est très simple. Inspirez sur 5 secondes, expirez sur 5 secondes. Pendant quelques minutes, 3 à 5 minutes. C'est incroyablement efficace pour stabiliser le système nerveux, faire baisser le cortisol, activer ce fameux nerf vague. C'est un super outil à utiliser plusieurs fois par jour. Pour garder l'équilibre, 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. Simple et puissant. Et il y a aussi une autre technique mentionnée, la 4-7-8. Inspire 4, retiens 7, expire 8. Celle-là, elle est plutôt pour le soir. tout à fait. Le truc clé ici, c'est l'expiration longue, 8 secondes. Une expiration plus longue que l'inspiration, c'est un signal très fort pour activer le parasympathique, le frein. Ah d'accord. Donc c'est une technique géniale pour apaiser le mental, préparer le corps au sommeil. Souvent, quelques cycles suffisent pour sentir une vraie différence. Ce n'est pas magique, hein, c'est physiologique. On utilise le lien direct souffle-système nerveux. Et l'idée, ce serait d'intégrer ces petites pauses respiratoires dans la journée. Cohérence cardiaque le matin, pour une énergie calme, ou avant un truc stressant. Et la 4-7-8 le soir pour aider à éteindre la machine. C'est ça l'hygiène nerveuse. C'est exactement ça. La régularité, c'est la clé. Quelques minutes chaque jour, mais tous les jours. Ça a un effet beaucoup plus profond sur la rééducation du système nerveux qu'une longue séance de temps en temps. C'est comme un entraînement sportif, en fait. D'accord, ça fait sens. Passons au sommeil maintenant. L'approche de l'insomnie est intéressante. Ce serait pas juste dans la tête, mais une sorte de vigilance biologique qui reste allumée au mauvais moment. C'est une perspective très utile, oui. On pense souvent l'insomnie comme un problème de pensée qui mouline. Mais c'est vrai en partie. Mais la source insiste sur le fait que c'est d'abord un état d'hypervigilance physiologique qui perdure la nuit. Le corps reste en alerte. Voilà. Le fameux cortisol, qui devrait être au plus bas le soir, il reste parfois trop élevé. À cause du stress de la journée, de la lumière bleue des écrans tard le soir, d'un dîner trop lourd ou trop proche du coucher. Et ce cortisol élevé, il bloque la montée de la mélatonine. Il empêche le signal dodo d'arriver au corps. Et là, c'est le cercle vicieux. Moins on dort, plus on est stressé et fatigué le lendemain, plus le cortisol risque d'être perturbé et rebelote la nuit suivante. Comment on casse ça? L'auteur parle de rituels nerveux, pas juste mentaux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut d'abord parler au corps avant d'espérer calmer la tête. L'art de s'endormir, ça passerait par ralentir la biologie d'abord. Ralentir la machine, c'est ça. Construire une routine de désactivation nerveuse le soir. Une séquence d'actions répétée qui devient un signal clair pour le cerveau. Ok, la journée est finie, on passe en mode repos et réparation. Et ça ressemble à quoi, cette routine de désactivation? Idéalement, elle commence bien avant d'aller au lit, disons 90 minutes avant. C'est une phase de déconnexion progressive. Déconnexion. Oui, on baisse l'intensité de la lumière, des lumières plus chaudes, tamisées. On réduit l'exposition aux écrans, surtout leur lumière bleue.
On évite les activités trop stimulantes pour le cerveau ou trop chargées émotionnellement. D'accord, on ralentit le rythme global. Ensuite, environ 45 minutes avant le coucher, on passe à des rituels sensoriels, des choses qui parlent au corps, qui signalent la détente. Comme quoi, par exemple? Une boisson chaude, apaisante, une bonne tisane relaxante, une douche tiède ou un bain de pied, et la légère baisse de température du corps qui suit aide à l'endormissement. Peut-être un petit automassage des pieds et des mains, des gestes doux. Et la dernière ligne droite, juste avant de fermer les yeux? Les 15 dernières minutes, oui, elles sont importantes. Dans une ambiance très calme, lumière très douce ou éteinte. Là, on peut faire quelques cycles de respiration lente, comme la 4-7-8. Et un point essentiel qu'on oublie souvent, la régularité. L'heure du coucher? Exactement. Essayez de se coucher à peu près à la même heure chaque soir. Ça aide énormément à entraîner notre horloge biologique interne. L'auteur parle aussi de 3 signaux clés que le corps aurait besoin de recevoir pour que le sommeil vienne naturellement. Apaisement, sécurité et relâchement. Oui, c'est une très bonne façon de résumer les conditions idéales pour le sommeil. L'apaisement, c'est le rythme cardiaque qui ralentit, la respiration qui devient lente, profonde, la température du corps qui baisse un peu. La sécurité, c'est quand notre cerveau émotionnel, le système limbique, perçoit que l'environnement est calme, familier, sans danger. Et le relâchement, c'est la détente musculaire profonde. Et ce moment où les pensées commencent à flotter, juste avant de s'endormir. D'accord. Quand ces 3 conditions sont réunies, le corps envoie le message au cerveau. C'est bon, tu peux lâcher. Le sommeil n'est plus un truc à forcer, mais un état qui arrive naturellement quand le calme et la sécurité sont là. C'est une approche très différente de la lutte contre l'insomnie, c'est sûr. Parlons énergie et alimentation. On fait souvent le lien entre fatigue chronique et épuisement des glandes surrénales. Oui, effectivement. Les surrénales, ce sont nos petites usines à cortisol et adrénaline en première ligne face au stress. Quand le stress dure trop longtemps, elles peuvent passer par plusieurs stades. D'abord, une phase d'alarme, où on peut même se sentir hyperactif parfois. Oui. Puis, une phase de résistance. On tient le coup, mais on commence à taper dans les réserves. La fatigue s'installe, l'air de rien. Et si ça continue, on peut arriver à une phase d'épuisement. L'épuisement surrénalien. Voilà. Et là, la fatigue est chronique, on peut devenir hypersensible au moindre stress, on a du mal à récupérer. La fatigue chronique, c'est souvent un signe que ce système d'adaptation a atteint ses limites. Et pour aider ce système, en plus du repos, la nutrition joue un rôle clé. Quels sont les nutriments qui ressortent comme particulièrement importants pour le système nerveux? L'auteur en met plusieurs en avant. Le magnésium d'abord. On l'appelle souvent le minéral du calme. Il est essentiel pour réguler l'excitabilité nerveuse et il aide les muscles à se détendre. Où on le trouve? Dans les légumes verts foncés, les amandes, les graines de courge, le cacao noir. Des compléments peuvent aussi être utiles pour être sûr d'en avoir assez. Ensuite, les oméga 3, surtout les PA et le DHA. Les poissons gras? Oui, poissons gras, noix, graines de lin, de chia. Ces bonnes graisses sont cruciales pour la structure de nos neurones, leur fluidité. Elles aident aussi à réduire l'inflammation dans le cerveau. Là aussi, des suppléments d'huile de poisson de qualité peuvent être intéressants. D'accord. Magnésium, oméga 3. Et les vitamines du groupe B, B5, B6, B9, B12, elles sont indispensables. Elles participent à la production d'énergie dans nos cellules et à la fabrication de nos neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, qui régulent l'humeur, la motivation. Et on les trouve où, celles-là? Légumineuses, œufs, abats, levures nutritionnelles, c'est assez varié. Et l'auteur insiste bien sur la différence entre ces nutriments, qui sont comme des briques pour construire, et les trucs comme le café ou le sucre, qui seraient plutôt des coups de fouet. Ah oui, c'est une distinction capitale. Les stimulants caféine, sucre rapide, ils donnent une illusion d'énergie. En fait, ils forcent le système à puiser dans ses réserves. Ça dépanne sur le coup, mais... Mais à long terme, ça épuise encore plus le système, alors que les nutriments essentiels, eux, ils fournissent vraiment les matériaux pour que le corps puisse produire et gérer son énergie durablement. C'est une approche de restauration, pas juste de stimulation. Très clair. Et puis, il y a cet axe fascinant intestin-cerveau. L'idée que notre ventre parle à notre tête et influence notre calme. C'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Et pourtant, c'est une voie de communication ultra directe et puissante, notamment via le nerf vague dont on a déjà parlé. Le chiffre qui frappe, c'est qu'on estime que presque 90% de notre sérotonine, La sérotonine, l'hormone du bien-être. exactement, précurseur de la mélatonine aussi, eh bien 90% est produite dans notre intestin. Donc la santé de notre microbiote intestinal, de toutes ces bactéries qui vivent dans notre ventre, a un impact direct et majeur sur notre humeur, notre stress et même notre sommeil. Incroyable.
Prendre soin de son intestin, c'est prendre soin de son cerveau, en fait. C'est exactement ça. Alors, manger pour calmer son système nerveux, ça se traduit comment dans l'assiette, concrètement? Plusieurs grands principes émergent. D'abord, viser un équilibre glycémique. Éviter les hauts et les bas d'énergie et d'humeur. Ça veut dire limiter les sucres rapides, les produits très transformés, et toujours penser à associer des glucides complexes, légumes, céréales complètes, avec des protéines et des bons gras à chaque repas. Pour lisser la courbe de sucre dans le sang. Voilà. Ensuite, s'assurer d'avoir assez de bons gras, surtout les oméga 3. Cibler les nutriments du calme, le tryptophane. Le tryptophane. C'est un acide aminé, le précurseur direct de la sérotonine. On le trouve dans les œufs, la volaille, les bananes, le riz complet. Donc tryptophane, magnésium, vitamine B. Et bien sûr, chouchouter son microbiote. Des fibres, légumes, fruits et éventuellement des probiotiques si besoin. Et pour le dîner, y a-t-il des astuces particulières pour favoriser le sommeil? Oui, le dîner devrait être idéalement léger, facile à digérer. Et si possible, pris 2 ou 3 heures avant d'aller se coucher pour pas que la digestion gêne l'endormissement. Ok. On peut y mettre des protéines légères, des sources de tryptophane. Éviter les excitants, bien sûr, alcool, café. Et les repas trop riches, trop gras, trop sucrés. Le petit rituel de la tisane apaisante après le repas, ça aide aussi à faire la transition vers le calme. Toutes ces pièces du puzzle, la compréhension du système nerveux, le souffle, le sommeil, l'assiette, tout ça semble converger vers une approche globale, ce que l'auteur appelle une hygiène nerveuse. C'est tout à fait ça, l'idée. L'hygiène nerveuse, c'est un peu comme se brosser les dents. C'est pas le détartrage annuel qui compte le plus, c'est le brossage régulier. Les petits gestes du quotidien. Exactement. Cultiver la stabilité intérieure par des micro-pratiques répétées. Prendre quelques respirations conscientes avant de démarrer la journée. Manger en étant vraiment présent à ce qu'on mange. Respecter autant que possible son rythme veille-sommeil. S'accorder de vrais moments de repos, même court. Et écouter son corps. Oui. Réapprendre à écouter les signaux. La fatigue, la tension, l'inconfort digestif. Ne pas les voir comme des défauts, mais comme des messages. Des indicateurs précieux qui nous disent « là, j'ai besoin de quelque chose ». Et puis, essayer de se créer des petites marges, des espaces de respiration dans nos plannings souvent trop serrés. Mais la vie, elle est pleine d'imprévus, de stress. Comment on fait pour tenir cette hygiène quand on est débordé ou quand on a l'impression de rechuter, de retomber dans les vieux schémas? L'approche se veut pragmatique. Face à un stress imprévu, un premier réflexe utile, prendre consciemment 3 respirations lentes, avant de réagir. Ça change pas le problème, mais ça aide à contenir la première vague de réactions sympathiques. Ça permet de garder un peu plus de recul. Une micro-pause avant l'action? C'est ça. Et si on sent qu'on rechute, la fatigue revient, l'insomnie pointe son nez, surtout, pas de culpabilité. C'est juste un signal. Chute, le système a besoin d'un peu plus d'attention. Alors on revient aux bases, on priorise le sommeil, on simplifie les repas, on réintègre les pauses de respiration. Un retour aux fondamentaux. Exactement. Et si on anticipe une période de surcharge, l'idée c'est de pas attendre d'être au bout du rouleau. C'est d'intégrer proactivement des micro-pauses de régulation tout au long de la période. Une respiration, quelques étirements, sortir 5 minutes, pour éviter de saturer. D'accord. Si on devait résumer, alors quels seraient les grands piliers de cet équilibre durable? L'auteuse identifie 4 principaux. La respiration, comme notre télécommande directe sur l'état nerveux. La nutrition, comme carburant essentiel pour la résilience, avec un focus sur les nutriments clés et l'intestin. Le rythme, parce que notre biologie adore la régularité. Veille-sommeil, repas, lumière naturelle. Et enfin, le repos. Le repos, pas juste le sommeil. Non, c'est plus large. Ça inclut le sommeil, bien sûr, mais aussi des moments de calme, de silence, de non-faire conscient. Des moments indispensables pour recharger nos batteries nerveuses. C'est l'entretien régulier de ces 4 piliers qui construit, petit à petit, une plus grande stabilité intérieure. Donc, si je résume, l'esprit de cette exploration, l'idée n'est pas tant de combattre le stress ou la fatigue de front, mais plutôt d'apprendre à décoder le langage de notre propre système nerveux. Oui, apprendre sa langue. Et ensuite, utiliser des outils très concrets, le souffle, l'assiette, les rituels de sommeil physiologique, le respect des rythmes, pour dialoguer avec lui, pour l'aider à retrouver son équilibre naturel. C'est une excellente synthèse. Les points clés à retenir, ce serait peut-être notre corps nous parle tout le temps, le cortisol, la fatigue, ce sont des messagers, la respiration, c'est notre levier d'action immédiat sur notre état interne,
Le sommeil, c'est un invité qui vient quand le corps se sent en sécurité, et notre intestin est un acteur majeur de notre équilibre émotionnel. Hmm. Comprendre ça, ça redonne du pouvoir d'agir, une capacité à influencer positivement notre propre bien-être, tu vois. Tout à fait. Pour conclure cette discussion très riche, une petite question pour la réflexion. Sachant que notre système nerveux cherche toujours l'équilibre et qu'il répond si bien aux signaux de sécurité, quelle serait la toute petite action, le plus petit rituel, peut-être juste ces 2 minutes de respiration consciente le matin, ou une vraie pause déjeuner sans écran, une tisane bue en pleine conscience le soir, qu'on pourrait introduire, pas comme une corvée, hein, Non, surtout pas. mais comme un message délibéré de sécurité qu'on envoie à notre propre biologie, juste pour l'inviter, doucement, à retrouver son calme fondamental. C'est exactement là, je crois, dans ces petits pas répétés avec cette intention-là, que la véritable transformation peut commencer.